Bonjour à tous. Donc la consigne veut qu'on fasse la présentation avec le masque, mais avec le micro, je pense que vous devriez nous entendre. Tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir au nom de toute l'équipe Logpoint pour cette conférence. Le but de ces conférences, c'est pas de vous parler de Logpoint, mais c'est de vous parler d'un retour d'expérience. Et aujourd'hui, on a choisi de parler. On remercie énormément notre partenaire Cdiscount d'avoir accepté cette présentation. Donc, vous verrez donc une présentation de Steve Hervé, le RSSI de Cdiscount, et ainsi que de Louis Mémin, ingénieur sécurité, qui vont vous expliquer comment ils ont utilisé notre solution. Le marché du SIEM, c'est un marché qui existe depuis très longtemps. Et c'est un marché qui est en constante évolution et qui évolue avec les technologies, les nouvelles technologies. Et petit à petit, grâce à ces nouvelles technologies, on arrive enfin à délivrer la promesse initiale du SIEM, c'est-à-dire d'optimiser la cybersécurité. Donc, au travers le temps, on a d'abord fait la collecte de logs simplement pour des raisons réglementaires. Ensuite, on a mis en place ces outils de SIEM pour optimiser la gestion de toutes ces données et optimiser la cybersécurité. Et l'étape ultime, c'est bien sûr la mise en place d'un SOC. C'est un sujet, je pense, qui intéresse tout le monde. C'est, en fin de compte, comment vous allez pouvoir optimiser votre sécurité, la sécurité de vos systèmes d'information en utilisant l'ensemble des données qui sont récupérées au sein d'un SIEM. Donc ces évolutions technologiques, petit à petit, permettent de mettre en place ces SOC. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs options. Les entreprises ont plusieurs options. Soit travailler en externe, c'est-à-dire travailler avec des prestataires, ce qu'on appelle des MSSP, des Managed Service Provider, Security Service Provider, qui vont vous apporter une solution plus ou moins clé en main ou clé en main complètement. Donc il y a plusieurs solutions avec ces prestataires externes, ou vous avez également la possibilité de travailler et de développer votre SOC en interne. Et aujourd'hui, c'est cet angle et ces retours d'expérience qu'on souhaitait vous faire. Donc la présentation va s'articuler principalement autour de l'expérience de Cdiscount sur la mise en place de ce SOC à travers le temps. Vous verrez les différentes étapes, etc. Ensuite, on a prévu ensuite de vous donner un peu d'éclaircissement et quelques vues sur l'architecture du produit, puisque là, on va parler plutôt du cas client, mais on souhaite vous apporter en fin de présentation quelques informations sur, si on a le temps, sur l'architecture du produit, etc. Et puis enfin, on finira par une approche un peu plus marketing, communication, quelques informations pour vous aider à vous renseigner sur nos produits, où vous pouvez trouver des informations sur les sites web, où est-ce qu'il y a des vidéos, etc., etc. Donc on fera un petit topo tout à la fin sur cette partie communication et marketing. Voilà pour cette rapide introduction sur cet atelier. Donc je vais passer la parole à Steve à Louis d'abord. Bonjour à tous. Donc Louis, je fais partie de l'équipe sécurité de Cdiscount. Je suis ingénieur sécurité réseau. Steve a été présenté, donc mon responsable, le RSSI. Donc aujourd'hui, je vous présente très rapidement Cdiscount, mais je pense que vous connaissez, vous êtes peut-être client. Cdiscount, on a un e-commerçant français, on a le premier e-commerçant français. On essaye de rester en compétition avec Amazon et on fait partie du groupe Casino. Voilà. Donc c'est des petites informations qui vous permettront peut-être de comprendre certains points un peu plus tard. On fait partie, ou on est même le premier commerçant français qui a été certifié PCI DSS sur sa brique de paiement. Et à l'époque, justement, pour répondre à certaines de ces exigences sécurité, on a mis en place un SIEM. Alors vraiment un puits de log avec quelques règles de corrélation, mais donc un SIEM pour répondre à des exigences de conformité. En 2017, on s'est rendu compte que la plateforme qu'on avait, elle était obsolescente. Et on s'est dit, finalement, ça a quand même certains avantages. Sur la partie PCI DSS, on a vu les avantages d'avoir un puits de log, de collecter des logs, de commencer à faire un peu de corrélation, type utilisation de compte admin ou échec de connexion sur un compte, donc presque potentiellement du brute force ou des comportements déviants. Pourquoi ne pas, en profitant du traitement de l'obsolescence de notre plateforme du SIEM dans PCI DSS, pourquoi ne pas mettre en place une solution
qui va couvrir tout le SI. Et c'est vraiment cette idée qui a drivé le RFP qu'on a lancé. Et au final, on a choisi le produit Logpoint pour plusieurs raisons. La première, c'est l'expérience et la maîtrise de la solution par l'intégrateur. Ça, c'était un point qui a été difficile avec la solution précédente, où finalement, notre intégrateur ne savait pas trop comment fonctionnait la solution qu'il nous avait fournie. On faisait appel au support pour faire évoluer les use cases quand les auditeurs PCI nous disaient bah là, ça marche pas, il faut vraiment changer, ça va pas. Donc ça a été un point difficile. Et dans les réponses qui ont été fournies, on a vraiment trouvé une expertise et une maîtrise de la solution par l'intégrateur qui nous a mis en place Logpoint. On a aussi cherché un éditeur qui puisse être à l'écoute de nos besoins et qui soit capable de développer des réponses rapidement à ce que l'on souhaitait. C'était une promesse qui était faite par Logpoint et qui, à de multiples reprises, s'est concrétisée, que ce soit sur des nouveaux plugins à ajouter, pour des nouveaux feeds de log, mais aussi parfois pour de la normalisation ou même sur certains bugs qui pouvaient être vraiment très gênants et certaines absences sur des fonctionnalités, clairement. On a fait un POC qui nous a démontré, en tout cas de notre point de vue, une facilité de prise en main du produit. La solution qu'on avait avant était vraiment, en tout cas, vous l'avez compris, on n'avait pas de maîtrise, on ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Dès qu'il y avait un problème, on appelait l'intégrateur qui finalement appelait le support de l'éditeur. Et c'était vraiment compliqué. Quand on a mis en place Logpoint, déjà, on s'est dit, bah là, déjà, je commence quand même à comprendre à peu près ce que je fais. Plutôt bon signe dans une solution où finalement, vous voulez récupérer le contrôle. Et à la fin, et quand même, un coût compétitif et surtout prédictif, qui, dans notre cas, a aussi été un élément important dans le choix de la solution. En 2018, on commence donc le projet de mise en place de Logpoint chez nous, avec vraiment des objectifs que je dirais plus orientés puits de log, puisqu'on s'est dit, bah, très bien, on va rajouter plus de log avec tout le SI. Donc vraiment orienté puits de log et une volonté de faire quand même un peu de SIEM, parce qu'on doit reprendre ce qu'on a fait avec PCI DSS. Mais en se disant, bon allez, on va collecter les logs des principales solutions de sécurité, on va évidemment reprendre l'existant PCI DSS, avec l'objectif tout de même d'être certifié sur l'année suivante, avec cette solution en production. Et on a parti sur un objectif d'implémenter une dizaine de use cases, soit en reprenant des use cases qu'on avait déjà sur la partie PCI DSS, par exemple l'utilisation de compte admin local ou tentative de brute force, et de l'étendre sur nos environnements hors PCI, donc finalement sur tout le SI. Une volonté quand même de se dire, si on commence à mettre en place des use cases sur tout le SI, il va falloir qu'il y ait des gens qui traitent, donc il va falloir qu'on définisse des procédures. Donc plutôt que de se dire, voyons comment ça fonctionne, et après, mettons en place les procédures, une volonté de se dire, créons tout de suite les procédures de remédiation, ou en tout cas de traitement de ces alertes. C'est peut-être une bonne habitude qu'on a eue avec nos auditeurs côté PCI DSS. Eux, clairement, ils nous demandaient toujours de la doc. Ça tombe bien, on a essayé de garder ces bonnes habitudes et de le mettre en place sur le reste du SI. Et enfin, former les utilisateurs à la solution. D'avoir une formation et d'être autonome sur l'utilisation de la solution. Ça, c'est vraiment un point important. Vous l'avez compris avec les éléments que j'ai déjà partagés. On voulait pouvoir être capable de challenger ou de se dire, si j'ai un problème, si j'ai un nouveau besoin, je peux peut-être arriver à le faire moi-même sans avoir besoin d'ouvrir un ticket, de passer en anglais, d'attendre une réponse de l'éditeur, de passer peut-être par l'intégrateur pour avoir l'éditeur, etc. Après 9 mois de travail, on a quand même quelque chose qui dépasse les espérances, puisqu'on était parti vraiment au départ d'un projet plutôt de puits de log avec un petit peu de SIEM, et on s'est retrouvé avec une solution où on a réussi à envoyer et à collecter bien plus de logs que ce qu'on avait imaginé au départ. Et on a rajouté par exemple des logs AD, le VPN SSL, les interfaces out of band, type IDRAC, ILO, les solutions de type load balancer, les solutions Radius, les solutions anti-DDoS. Ça vous donne déjà une idée de ce qu'on a pu réussir à collecter comme log, mais avec quand même toujours l'objectif de se dire, le but, c'est pas quand même de faire un méga puits de log, c'est quand même et vraiment d'avoir des logs qui sont intéressants pour utiliser dans des use cases. Donc cela, on a beaucoup utilisé dans notre environnement de pré-production, parce que plutôt que de réfléchir à un use case et de se rendre compte à la fin, je peux pas le faire, parce que j'arrive pas à collecter les logs, on s'est dit plutôt, très bien, en pré-production, je teste si je peux collecter les logs, et si c'est bon, alors là j'y vais maintenant, je réfléchis à des use cases. Si j'en ai, j'implémente en production la collecte de ces logs, sinon je les oublie pour l'instant. Et au moins on sait que ça fonctionne, donc c'est très intéressant. Tout ce que j'ai cité là, c'est des choses qu'on a mis directement en place en production, parce qu'on avait des use cases qui s'y appliquaient. Sur la dizaine de use cases prévus, à la fin, on a fini l'année 2018 avec 25 use cases en production, qui nous ont permis donc de traiter 25 possibilités de typologie d'alerte ou de comportements déviants différents. Donc là aussi, avec une dizaine, on se disait, on va être sage, c'est l'intégrateur qui va sûrement nous aider à faire les premiers use cases, il va falloir qu'on comprenne comment ça fonctionne, comment les améliorer, il va sûrement y avoir du faux positif. Et à la fin, on s'est rendu compte que ça se passait bien, qu'on arrivait même à fournir nos propres use cases. Et donc je crois qu'on avait 10 ou 15 use cases au contrat avec l'intégrateur, et à la fin, on en a rajouté 10 nous-mêmes. Donc on est arrivé à 25 use cases en place. Et ça, c'est aussi un point important, et de se dire, on a peut-être gagné un an finalement dans l'utilisation du produit. On a peut-être plutôt vu ça en 2019. En 2018, c'était déjà le cas. On avait déjà toutes ces possibilités qui étaient découvertes. Un troisième point aussi qui était très important pour nous, mais
aussi dans un horizon plus lointain. C'est qu'il y avait un nouvel outil qui se mettait en place de ticketing en interne chez Cdiscount. Et nous, on ne savait pas trop comment est-ce qu'on allait s'intégrer par rapport à ça. L'idéal, c'était évidemment de s'intégrer dans le système, mais il n'y avait pas de connecteur qui existait potentiellement en natif chez Logpoint. On était habitué à travailler avec des alertes par email dans le cadre de la partie PCI-DSS. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'on change vraiment les façons de fonctionner ? Et enfin, on s'est dit, sinon, il y a un outil de ticketing directement dans Logpoint, on pourrait l'utiliser si vraiment le mail ne nous va pas. Et finalement, on a réussi assez facilement, quand même, à s'intégrer directement avec notre outil de ticketing interne, la nouvelle version de cet outil de ticketing. Et on a fait partie, finalement, des premiers projets qui se sont même intégrés dans cet outil. Et l'avantage, c'est comme cet outil devait être transverse entre de multiples équipes, on s'est retrouvé avec des tickets présents dans cet outil et qu'on pouvait escalader directement à des équipes transverses sans avoir à transformer un ticket d'un outil de ticketing à l'autre. Je ne sais pas, peut-être que dans vos contextes, ça vous est déjà arrivé. Et donc, on fait du copier-coller ou on essaye d'avoir des petites manivelles pour transformer. On voulait essayer d'éviter ça. Et vraiment, ça aussi, c'était un gros avantage et un gros point réussi qui aurait pu être... Finalement, on a pu se dire, attendons de voir comment ça fonctionne. Et après, intégrons-nous l'outil de ticketing si vraiment ça prend de l'ampleur. Là, on a réussi à le faire dès la livraison en production. On a aussi pu réfléchir à des premières automatisations de réactions automatiques sur des déclenchements d'alerte. Quelque chose là aussi, on s'est dit, ça viendra peut-être plus tard, attendons de voir le nombre d'alertes que l'on a, les faux positifs. Et souvent, on est submergé d'alertes au début, puis après on commence à mettre en place de l'automatisation. Et certains outils que propose Logpoint en natif nous ont permis de nous intégrer avec des solutions comme les firewalls, comme des outils de communication unifiée, pour pouvoir envoyer des notifications ou même carrément bloquer des IP sur des firewalls. Et ça, on a réussi aussi à le mettre en place dès la première année, à avoir une preuve de concept, de fonctionnement. Ça a été réellement mis en production l'année suivante, mais on a eu une preuve de fonctionnement, on a été capable de pouvoir bloquer des IP de façon automatique, par exemple sur les firewalls, en cas de détection de port scan, par exemple, par le sien. Donc finalement, vous l'avez compris, d'un projet SIEM au départ, mais on va dire plus de log, avec un peu de SIEM pour PCI, et puis on va voir ce qu'on peut faire sur le SI, on s'est transformé à avoir finalement une solution avec 25 use cases, qui collecte beaucoup de logs de différentes sources, et pas que de la sécurité, on va dire cœur, mais de l'anti-DDoS, des interfaces out of band, etc. Et finalement, c'est une équipe SOC qui a été créée chez Cdiscount fin 2018, là où potentiellement un projet SOC, c'était peut-être une vision à 2 ans. Sur la partie périmètre, comment est-ce qu'on a découpé notre façon de faire ? On a identifié plusieurs périmètres pour essayer de se retrouver justement quel type de use case concerne quel périmètre. Est-ce que des use cases peuvent être différents suivant les périmètres, en termes de seuil, en termes d'expression ? Et donc, on a le périmètre web chez Cdiscount. Comme vous le savez, on est quand même assez exposé à Internet. Donc, tout ce qui va être le périmètre web, c'est vraiment tous nos équipements qui vont gérer la partie Internet. Donc, on va dire firewall, WAF. On retrouve ça dans ce périmètre web. Dans le périmètre inside, on va retrouver tout ce qui peut être bureautique, Active Directory, anti-spam, les proxys. Donc, tout ce qui va couvrir la partie service utilisateur et data center. Dans la partie store, Cdiscount, on n'a pas beaucoup de magasins. Parce que le but, c'est quand même de révolutionner et de montrer que le modèle des magasins, ça ne fonctionne plus et qu'en ligne, c'est mieux. On en avait un, mais qui a disparu, mais c'est nos entrepôts logistiques, en fait. Ce qu'on va mettre dans Store, ce sont nos entrepôts. Et enfin, on a quand même des périmètres particuliers, et vous l'avez compris avec le périmètre PCI-DSS, où là, justement, on l'a bien segmenté, et il a ses propres règles, parce que souvent, là aussi, il y a des notions spécifiques à PCI-DSS sur les expressions qu'on peut utiliser dans les use cases, mais même aussi sur la façon de les traiter, et les façons de les prioriser aussi. Donc, on a fait aussi apparaître ce périmètre en tant que petit périmètre vraiment spécifique, qui a parfois ses propres règles de fonctionnement. Sur les types d'équipements supervisés, je les ai rappelés, mais on retrouve vraiment les grandes briques assez habituelles. Je ne pense pas qu'il y ait de révolution dans ce que je mets, mais de l'authentification, des logs issus des systèmes, de la messagerie, du firewall, du WAF, les briques proxy, les briques Active Directory, du VPN, la solution de contrôle d'accès au réseau qu'on avait mis en place, le NAC, tout de même, et des solutions comme l'antivirus, et j'en passe. C'est une liste non exhaustive. Et enfin, ce qui a drivé nos use cases, ce qui a vraiment dirigé notre réflexion de use case, c'était orienté sur 10 familles de comportements qu'on souhaitait détecter. Donc je les ai rappelés, je peux les passer très rapidement, mais type compromission d'un hôte, recherche d'exploitation, des contrôles de conformité, typiquement PCI-DSS, ça sinon je pense que vous l'avez compris aussi, tant que je le répète, la prise de contrôle, potentiellement du contournement de politique générale de sécurité du système d'information, donc de la PGSSI, tentative de brute force, attaque de tic reconnaissance, en particulier sur le périmètre web par exemple, avec tout ce qui peut être port scan, attaque de type DDoS, plus dans la notification et voir ce qu'on pourrait essayer d'automatiser comme notification ou ce genre de choses, ou détection, et même de rapports, peut-être parfois post-mortem, on va voir ce qu'on peut récupérer comme statistique par rapport à ce que peut aussi nous fournir notre solution, notre prestataire anti-DDoS. Et enfin, l'affût de données sensibles, et surtout enfin la surveillance ciblée. Ça peut surprendre peut-être, mais pour nous c'est important parce qu'il y a des cas, il y a des périodes dans l'année, il peut y avoir des cas, des déplacements, etc., qui vont faire qu'on va mettre des règles plus spécifiques sur un VIP qui va peut-être se déplacer en Chine ou dans d'autres pays,
pour justement essayer de suivre un peu plus à la trace et d'être plus vigilant, parce qu'on sait un événement qui, on sait, existe, et ça peut être intéressant justement d'avoir ce type de surveillance. Il peut aussi avoir plein d'autres utilisations, et c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le cas d'un besoin spécifique, et on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt à considérer des use cases de type surveillance ciblée, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver par rapport à un collaborateur. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment bien dire que la première faille de sécurité dans notre système d'information, c'est l'utilisateur. La surveillance ciblée, ça peut être une façon d'apporter quelques éléments de détection plus personnalisés. 2 ans plus tard, équipe de 4 personnes chez Cdiscount. On a 90 sources de logs distinctes qui envoient des logs à notre plateforme, et ça représente environ 12 000 events par seconde qui sont collectés. Là où au départ on pensait qu'on ne dépasserait jamais les 4000, donc on est plutôt content, et je suis assez fier de le mettre. Ça représente 93 aujourd'hui use cases qui sont actifs sur la plateforme. Donc on a 93 scénarios de détection différents qui sont en place et qui tournent en temps réel sur la plateforme, et qui, dans ces 12 000 events par seconde, cherchent des comportements déviants, des choses malveillantes. Ça nous génère 12 500 alertes par mois. C'est quand même assez important, même très important. Par contre, avec la notion de réaction automatique, on arrive à traiter 90% de ces alertes de façon automatique. Donc ça peut paraître énorme ou bizarre, mais en fait c'est très simple. C'est que notre exposition fait qu'on a énormément de port scan. Donc en fait, 90% des alertes qui matchent, qui se déclenchent aujourd'hui, ce sont des alertes orientées autour de la partie web, de la partie port scan, sweep port scan, slow port scan, etc. Et là-dessus, nous on a implémenté des politiques de blocage automatique, ou de notification, ou parfois les deux. Et donc finalement, 90% de ces tickets sont traités automatiquement. Ils n'ont pas besoin d'action humaine, ou parfois font l'objet d'un rapport a posteriori sur une semaine ou sur un mois. Mais c'est tout. Et ce qui reste, c'est 1280 tickets à traiter par les analystes. Une dernière chose de ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, c'est qu'on a présenté, Cdiscount fait donc partie du groupe Casino, je l'ai expliqué, on a présenté, lors d'un comité RSSI entre les différentes entités, ce qu'on avait mis en place au groupe Casino. Et là, on a été assez étonnés parce qu'ils nous ont dit, mais écoutez, ça nous intéresse, proposez-nous pourquoi pas une offre de SOC managé, ou faire pourquoi pas du SOC pour le groupe. On a donc réfléchi à quelque chose, on leur a proposé, et aujourd'hui, on a 3 entités du groupe qui ont décidé de nous faire confiance, qui sont Casino, Franprix et Monoprix, que je remercie si d'ailleurs ils sont peut-être représentés dans la salle, qui nous font confiance et pour lesquels aujourd'hui, finalement, d'un projet depuis de log avec SIEM un petit peu évolué, on se retrouve 2 ans plus tard à fournir même une prestation de SOC managé pour ces entités. Bien sûr, tout ça, ça a été fait, mais ça a demandé aussi peut-être de pratiquer une philosophie qui peut peut-être être particulière. Donc on souhaite partager avec vous, et pour le coup, c'est Steve qui va vous la présenter. Merci Louis. Moi je voulais prendre le micro effectivement parce que le sujet c'est SOC interne. C'est vrai qu'on lit beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actu sur est-ce que je dois faire un SOC en interne, est-ce que je dois externaliser mon SOC, quelle stratégie je peux donner. Je suis arrivé l'été dernier chez Cdiscount et dans mes vies précédentes j'avais beaucoup plutôt abordé des NOC ou des SOC externes. Et du coup je suis arrivé chez Cdiscount et finalement il y avait déjà pas mal de choses qui étaient mises en place et j'ai vécu l'intégration pour le coup de l'enseigne Monoprix cette année. Et j'avais envie de partager avec vous que je trouve que ce SOC interne, finalement, c'est plutôt sympa pour plein de bonnes et mauvaises raisons, surtout des bonnes d'ailleurs. Alors une phrase, il y a un beau constructeur immobilier qui a dit qui mieux que pourrait surveiller votre voiture. Alors, on l'a repris un petit peu à nous. Aujourd'hui, Louis vous disait, il y a 4 personnes dans l'équipe. Ils fonctionnent à mi-temps. Pourquoi ? C'est un choix, je dirais, vraiment, vraiment voulu, parce qu'on lit aussi beaucoup de choses sur les activités de SOC, comme le traitement des tickets au quotidien, c'est une tâche qui peut être relativement chronophage et sans trop de valeur ajoutée. Et finalement, en faisant ces tâches un petit peu à mi-temps, effectivement, il y a le traitement du ticket. Donc il y a des choses qui reviennent régulièrement, mais il y a aussi des projets pour chacun à côté. Et finalement, on a aussi une équipe qui est hyper pluridisciplinaire. En ce moment, ils sont 4, mais ils sont un peu en mode binôme. Donc Louis, on peut les citer, et Maxime ont effectivement beaucoup plus d'appétence et d'expertise sur tout ce qui est sécurité réseau. Voilà. Et les 2 autres experts qui sont plus appétents sur tout ce qui est sécurité, endpoint, poste de travail. Donc ils sont sur le même plateau, donc ils arrivent à échanger. Finalement, d'avoir ce SOC aussi en interne, ils peuvent partager. Donc chacun peut acquérir les compétences des autres. On n'a pas de
On n'a pas de N1, on n'a pas de N2, on n'a pas de N3. On prend tous les tickets. Et ça, c'est bien. Dans leurs activités respectives, en plus, dans les équipes, en fait, ils sont en charge aussi de faire le build, la MCO, la veille de nos outils de sécurité. On a du NAC, on a de l'EDR, on a du firewall, on a du WAF. On a la possibilité de s'appuyer sur nos équipes sécurité réseau opérationnel, sur nos équipes bureautiques. Et aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on dit couteau suisse anti-fatigue. Donc, on a fait un roulement, en fait. Sur ce roulement, chacun prend une journée, un traitement des tickets. Alors, il nous manque un 5e homme si on voulait faire les 5 jours de la semaine, mais ça viendra peut-être. Et du coup, voilà, il n'y a pas cette fatigue qui vient à travers de ça. Et ce qu'on a pu voir aussi qui était hyper intéressant, c'est que ce qu'on pourrait voir comme des gens d'une équipe SOC qui sont dans un coin, qui passent du temps à regarder les incidents, en fait, on donne le lien, parce que chez Cdiscount, on est un peu plus d'une douzaine dans l'équipe sécurité. Et on a effectivement une Blue Team, mais on a aussi une Red Team. On a aussi des gens qui sont plutôt orientés à analyse de risque, sécurité fonctionnelle. Et en fait, on arrive à mettre du lien entre toutes les équipes. Donc, rien que pour ça aussi, on trouve que le SOC interne, c'est vraiment intéressant. Et puis finalement, il y a un autre sujet où on se rend compte, c'est que, on l'a dit, on fait maintenant le SOC pour Casino, pour Franprix, pour Monoprix. Donc, comme on a la chance d'être un grand groupe, ça nous permet aussi de partager et d'aller plus vite pour mettre en place des synergies ou avancer sur des choix de techno. Parce qu'à un moment donné, effectivement, Cdiscount avait une bonne maturité technologique, mais si Casino a une réflexion ou Monoprix a une réflexion sur telle ou telle solution, effectivement, on peut se mettre autour de la table et partager sur ces différents sujets-là. Donc, rien que pour tout ça, nous, on trouve que voilà, on est content de ce mode de fonctionnement de SOC interne. Ça nous permet aussi, je ne l'ai pas dit, mais naturellement d'être plus agile. Effectivement, quand des fois on externalise ces activités-là, on peut avoir différents niveaux de seuil et tout ça. Aujourd'hui, chez Cdiscount, on a besoin d'être hyper agile, hyper réactif sur la résolution des incidents. Et donc aujourd'hui, on prône plutôt ce type de dispositif. Et puis vous avez vu comment Louis vous l'a raconté. Ça permet aussi de donner des sujets d'innovation, des beaux projets. Et on en a encore d'ailleurs pour 2021 pour faire évoluer notre plateforme technologique et aussi notre technique. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur ? 4 grands axes aujourd'hui. Déjà, je pense que c'est un sujet commun à beaucoup de monde. En tout cas, l'idée, c'est d'apporter de plus en plus d'intelligence quand on peut à la partie SOC. D'essayer justement d'avoir des use cases qui soient plus efficaces, plus basés sur de la statistique, sur du comportemental, donc tout ce qui peut être UBA, UEBA, intelligence artificielle, toutes les notions qu'on retrouve derrière ça. Je vous ai dit qu'on avait déjà une partie automatisation qui était en place, mais finalement, on a traité beaucoup d'alertes avec quelques petites automatisations, si on y réfléchit. Il nous reste encore beaucoup de tickets. Et on réfléchit justement sur ces tickets-là où on a des analyses plus poussées, il faut la regarder dans l'AD, quel type de compte, qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il a changé son mot de passe, etc. Comment est-ce qu'on pourrait automatiser tout ça ou essayer de collecter un maximum d'informations pour l'analyste, ce qui fait que l'analyste ne va plus avoir besoin de faire sa tâche répétitive de je vais chercher dans l'AD ou je lance mon script PowerShell qui va me récupérer les données, je regarde ce qui en ressort, je vois ce que je fais. Et donc d'engager une démarche vraiment pour accélérer la réponse à un incident en regardant les solutions de type SOAR. Ça, c'est clairement une évolution qu'on considère. Pourquoi pas une ouverture au log métier ? C'est un sujet qui est arrivé depuis quelques mois ou quelques années sur la partie SIEM. Et aujourd'hui, on a déjà pas mal de log sécurité, vous l'aurez compris. Donc pourquoi pas ouvrir au log métier et justement rajouter de la corrélation entre ces différents événements qu'on peut collecter et même fournir une plateforme qui peut servir à des métiers sur certains cas. Après, les usages sont à eux-mêmes à inventer potentiellement. Et enfin, pour nous en tant que SOC, prestation de SOC pour le groupe Casino, etc., il y a quand même un cas très important, c'est de continuer à maintenir et à enrichir nos use cases par rapport aux dernières vulnérabilités, aux derniers comportements, ou même de se remettre en question, de retester nos use cases, par exemple tous les 6 mois, et de s'assurer que ce que ça devait détecter avant, ça le détecte toujours, et une nouvelle façon de faire, est-ce que ça les détecte bien ? Et sinon, de continuer à évoluer et d'avoir ce cercle vertueux un peu de je détecte un incident, il y a quelque chose que j'aurais pu détecter mieux, je mets à jour tout de suite. Et tous les 6 mois ou tous les ans, je refais un check-up de ma plateforme et je continue à maintenir dans le but vraiment d'avoir ce cercle vertueux de maintien en conditions opérationnelles de la plateforme. Et je vous rends la parole, messieurs. Ok, merci beaucoup, messieurs. Je pense que c'était un retour d'expérience très intéressant. Je pense que
Juste avant quelques mots de transition. Donc c'est vrai que vous avez compris qu'il y avait un des critères qui était la simplicité dans la construction du SOC, qui a été un des facteurs clés de succès. Ensuite, ça a été l'implication. Je pense que l'implication, le facteur humain, ça a été un élément essentiel pour la réussite du projet. Je pense que ce soit en interne ou en externe, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie implication. Et c'est vrai que quand il est le côté facteur humain en interne a été essentiel. Vous avez vu dans la répartition des rôles de chacun, je pense que c'est quelque chose d'important. Juste avant de prendre une session de questions-réponses, comme ça vous permettra le temps de réfléchir si vous avez des questions. Donc on a parlé de simplicité de mise en œuvre et comment fonctionne la solution. Donc on va faire juste un petit rappel. Je crois que c'est un petit rappel sur comment ça fonctionne. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup technique, c'était pas l'objet, mais peut-être que Nassim va nous rappeler rapidement un petit peu comment ça marche. Tout à fait. Donc, on a juste 2 slides pour vous rappeler comment fonctionne globalement Logpoint et son architecture dans le cadre d'un SOC interne. Donc, dans l'encadré doré inscrit Corciem, vous voyez donc 3 rôles. Ce sont les 3 rôles principaux qui sont assumés par Logpoint. Donc, on a un rôle de collecte qui va donc collecter, normaliser, enrichir et assurer le routage des logs. On a un rôle de stockage également qui sert justement à créer les référentiels, les points de stockage pour les logs et établir une stratégie spécifique pour ce stockage en fonction de l'ancienneté des logs par exemple, en vue d'optimiser vos coûts de stockage. Ça peut être aussi un des avantages supplémentaires. Et donc il y a un rôle d'analyse qui va être le moteur d'analyse, le moteur de recherche, de corrélation, l'apprentissage automatique et également tout ce qui est réponse. Donc ces 3 rôles, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut les organiser de plusieurs façons. Donc, sur le tableau, la première ligne, c'est le mode Appliance All-in-One. Ça veut dire qu'on va installer tous ces rôles sur une seule machine virtuelle. Donc, une seule machine au sein de votre infra virtuelle qui va assumer tout. On peut séparer le collecteur sur une machine virtuelle dédiée et on peut également donc séparer le stockage sur une machine virtuelle dédiée et finalement obtenir une architecture distribuée. Vous avez des machines virtuelles indépendantes qui vont assurer chacune leur rôle et donc qui seront reliées entre elles. L'avantage de séparer par exemple le collecteur, c'est que vous allez pouvoir placer ce collecteur en différents points de votre système d'information. Ça peut être notamment utile si vous souhaitez séparer différentes, j'ai envie de dire, entités du SI, la partie infra, la partie réseau, la partie sécu, par exemple. Ça peut être également intéressant de placer des collecteurs sur des sites distants où vous n'avez pas forcément les ressources localement à distance pour installer une instance complète. Vous pouvez simplement placer un collecteur qui va se charger de récupérer les logs et donc de les forwarder vers les instances, vers le stockage et l'analyse. Et donc du coup, comme vous le devinez, nous sommes sur la machine virtuelle. Vous pouvez mettre les collecteurs en redondance pour avoir la haute disponibilité et également la partie stockage en redondance pour avoir de l'achat, donc passif, actif-actif, actif-passif. Donc ça, c'est une première stratégie qui peut être intéressante dans le cadre de la mise en place d'un SOC interne. La seconde qui existe, c'est l'architecture en director. Donc le director, en fait, le principe, c'est de disposer d'une console director, qui est une super console, qui va donner accès à des fonctionnalités de type MSSP. Donc on va être capable d'installer plusieurs pools en bas de Logpoint. Donc un pool, c'est simplement une instance complète de Logpoint avec un search-head, un collector, un backend, donc les rôles de collecte, de stockage et d'analyse. Donc ces pools peuvent être installés n'importe où, chez vos clients, sur vos sites distants. Donc ils sont installés et donc vous allez pouvoir à travers la console Director gérer tous ces pools de manière centralisée. Donc la console Director, vous l'aurez compris, est une console qui s'apparente plutôt à une activité type MSSP, mais qui est parfaitement adaptée dans le cadre de la mise en place d'un SOC interne. Et donc cette console vous permet d'avoir un overview complet, d'avoir des analyses croisées, d'avoir des analyses également dédiées. C'est important lorsque vous avez des entités pour lesquelles vous proposez du SOC. Eh bien, il faut pouvoir donner les analyses, les rapports aux entités précises, mais il est également important que vous puissiez avoir une vue globale de ce qui se passe. C'est ce que permet aujourd'hui la console Director. Qui est disponible dans cette architecture. Ok, merci. Voilà. Ok, merci Nassim. On voulait quand même vous apporter une petite vision sur l'architecture, comment ça se compose. On peut bien sûr
La simplicité d'une mise en place d'une solution n'empêche pas de la capacité de traiter des problèmes complexes. C'est-à-dire qu'on est bien sûr capable très rapidement de mettre en place une solution, mais ensuite on est également capable de traiter des situations beaucoup plus complexes. Et là, on aura, si vous avez des questions, on est à votre disposition sur notre stand le reste du salon, ou sinon vous nous contactez et on peut rentrer avec vous dans une analyse plus détaillée de vos besoins individuels. Pour finir, donc on voulait vous donner également des outils, des informations. Vous pourrez aller vous documenter davantage sur nos solutions. Et Jérôme Vaugien, notre directeur marketing, va vous donner quelques informations. Bonjour à tous. Donc oui, alors je ne sais pas si vous avez vu passer dans l'actualité récemment, quand même en termes de communication Logpoint, on vient de faire une levée de fonds assez importante. Et ce qui va nous permettre d'avancer encore plus sur les produits, d'avancer sur des nouvelles technos, ce qu'on a déjà fait depuis quelques années. Mais là, on va vraiment passer Logpoint va passer à une dimension un petit peu supérieure, même carrément supérieure. Nous venons de recruter 2 ingénieurs avant-vente consultants techniques. Donc Jérôme qui est là, qui nous a rejoint il y a 2 jours, on l'a mis au feu direct. Et on a un nouveau collaborateur qui arrive lundi, donc on a vraiment des consultants techniques qui sont là pour vous accompagner. Alors pourquoi est-ce qu'on investit sur la technique ? Parce que justement, ça fait 1 an et demi que je suis chez Logpoint, et on a mis en place un programme de fidélité, ce qu'on appelle en interne le Customer Loyalty Program, pour rendre nos clients loyaux, et qu'on continue en fait à renouveler 98% de notre base client, comme on le fait depuis quelques années. Et en fait, on va vous accompagner. Et en fait, chez nous, maintenant, l'idée, c'est de ne pas vous laisser dans la nature. C'est de vous accompagner en permanence. Et il ne se passe pas 3 mois sans que vous soyez contacté par l'équipe Logpoint, soit par un Customer Success Manager chez nous, qui fait le job, justement, de prendre contact avec vous pour vérifier que vous utilisez la solution correctement. Et si lui est limité en termes de compétences techniques, eh bien, on va vous mettre en relation avec des ingénieurs techniques qui, là, vraiment, vont vous pousser à utiliser la solution dans ses meilleurs retranchements. Un SIEM, on peut considérer éventuellement que c'est une boîte vide à l'origine, sauf que nous, on a déjà des fetchers qui vont aller récupérer vos logs de différents éditeurs, ça se fait automatiquement, mais on a aussi un certain nombre de choses qu'on peut customiser, et c'est ça peut-être où nos clients, de temps en temps, ont besoin d'être accompagnés. Et aujourd'hui, voilà, il ne se passe pas 3 mois sans que nos clients soient contactés par notre équipe en France, et on vous propose un accompagnement régulier sur le sujet. Alors en plus de ça, on automatise aussi un certain nombre de choses. J'ai mis en place là cet été, on a eu un peu de temps, on a été confinés, on a pas mal de temps, donc on a fait pas mal de choses, et notamment du contenu en vidéo. Donc on a créé une playlist YouTube spécifiquement en français, où on vous explique justement comment on met en place un certain nombre de requêtes, un certain nombre de choses comme ça. Donc pas mal de documentation technique en vidéo, où on vous explique, on vous prend par la main et on vous dit voilà comment on fait. Là il y a 9 vidéos qui ont déjà été publiées tout début septembre, où on vous prend par la main justement et on vous dit voilà comment on fait ça, comment on installe, comment on fait ceci, comment on fait cela. Et puis effectivement, de toute façon, si vous n'avez pas encore le contenu qui est disponible dans cette playlist en France, vous avez toujours la possibilité de nous appeler et de vous mettre en contact avec un ingé qui pourra vous accompagner vraiment dans le dur. Et dans votre production aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait de plus en plus. On a mis en place un certain nombre de webinars qui sont vraiment dédiés soit métier, soit sur l'actualité. Les derniers webinars qu'on a traités, c'était par exemple les mots-têtes. Arrêtez de vous faire ransomwareiser par des choses qui utilisent des vulnérabilités qui datent de plus de 10 ans. C'est malheureux à dire, mais oui, effectivement, l'administration publique a été attaquée encore cet été par un méchant-logiciel qui utilise des failles qui datent de plus de 10 ans. Meter Attack, pareil, on vous a expliqué un peu ce que c'était que le framework Meter Attack, comment est-ce qu'on va l'intégrer dans la console Logpoint directement. Donc ça, ce sont des webinaires qui sont disponibles. J'ai pas mis de lien URL parce que personne va les noter, donc à l'issue de cet atelier, évidemment, vous recevrez un mail avec tous les liens qui vont bien pour recevoir tout ce dont je vous ai exposé, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et donc je parlais aussi des cas d'usage métier, typiquement dans la santé. On a aussi eu beaucoup affaire à des attaques de ransomware dans les hôpitaux cette année. On a fait des webinaires sur la santé où on a orienté Logpoint, donc l'utilisation du SIEM, que ce soit en forensique ou en prévention, c'est-à-dire avec de la threat intel ajoutée à vos logs,
on vous aide justement à prévenir un certain nombre de choses. Et là, on les a orientés métiers, c'est-à-dire qu'on peut même parler avec Logpoint, avec des tableaux de bord orientés pour les médecins, qui utilisent la donnée de tel ou tel patient. Est-ce que les gens qui sont, par exemple, à la radio ou au secrétariat utilisent des données de santé qui sont liées, auxquelles ils ont le droit d'accéder? Et en fait, du coup, maintenant, on a la possibilité de vérifier ce que ces données, par qui sont accédées ces données et comment est-ce qu'ils sont accédées. Elles sont accédées. Donc ça, c'est intéressant. Et donc on peut faire des webinaires vraiment métiers. On travaille aussi beaucoup sur des systèmes industriels dans la santé et notamment sur les marchés publics, dans les mairies et ce genre d'approche. Rapidement sur Operations Monitoring, c'est un service qu'on a lancé en avril et qui a vraiment typiquement répondu à nos problématiques de cette année de confinement et tout ça, dans le sens où si vous n'avez plus du tout le potentiel ou le temps homme de gérer votre système de CIEM Logpoint, eh bien on peut le faire pour vous. On a dédié une équipe Logpoint qui va prendre la main sur votre système 1 à 2 fois par jour, vérifier la bonne santé du système, et à ce moment-là, vous pouvez effectivement sortir ça de votre spectre de temps homme et de nous le détacher. Donc on va opérer de la surveillance, de la maintenance, et puis évidemment tout ça est fait par une équipe Logpoint, donc ça c'est intéressant. Et aussi, encore une fois, pour nous lier encore plus que d'habitude, parce qu'on est en contact régulier avec vous. Donc voilà, ça c'est l'équipe France. Je vais rester sur ce slide, comme ça si vous avez besoin de noter ou quoi que ce soit, mais de toute façon je vous enverrai ces présentations évidemment. Et si vous le voulez bien et que vous avez des questions pour nos amis de Cdiscount, questions-réponses. Eh bien écoutez, je crois qu'on est arrivé pile, on est à 44. Merci beaucoup de votre attention. On est à votre disposition le reste du salon et puis n'hésitez pas à faire appel à nous. Merci beaucoup.